J'avais payé leur maison entière à mon fils et ma belle-fille, chaque centime. Leur remerciement? Un SMS m'excluant de leur croisière en famille. Ils prirent le large, convaincus d'avoir gagné. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais déjà passé l'appel discret qui les dépouillerait de chaque illusion, de chaque bien et de chaque futur qu'ils croyaient être le leur. Avant de plonger dans mon récit, n'oubliez pas de vous abonner pendant que vous écoutez. Et dites-nous en commentaire d'où vous nous écoutez. Maintenant, respirez et écoutez attentivement. Voici mon histoire. L'écran lumineux de mon téléphone était comme une braise ardente dans ma main tremblante. Son message, brutal et sans pitié, brûlait ma vision. Tu ne viendras pas avec nous en croisière familiale. Séraphine préférerait que ce soit juste la famille proche. Il venait d'Antoine, mon unique fils. Quelques mois plus tôt, je lui avais offert, ainsi qu'à Séraphine, leur vaste maison entièrement payée, chaque centime de mes économies. Un acte désintéressé de mère. Maintenant, je n'étais pas assez de la famille pour leurs vacances. Ma poitrine se serra, un étau me broyant le cœur, tandis que le sang rugissait à mes oreilles. Les doigts raides et glacés, je tapais un seul mot. D'accord. Un mot. Et pourtant il contenait le poids d'une vie entière. La douleur profonde, la trahison choquante, la clarté brutale d'une vérité que j'avais longtemps évitée. En appuyant sur envoyer, mon esprit hurla. Assez bonne pour acheter votre maison, mais pas pour m'asseoir à votre table, pas pour poser le pied sur votre maudit bateau de croisière. Mon cœur martelait comme un tambour de guerre. Le téléphone vibra de nouveau. Les mots polis et mielleux de Séraphine, plus froids que n'importe quel vent d'hiver. J'espère que tu comprends. C'est juste plus simple pour tout le monde, comme ça. Plus simple? Oui. Plus simple maintenant que vous avez la maison. Plus simple maintenant que vous croyez votre avenir assuré. Je posais le téléphone, les mains tremblantes, mais sans larmes. Plus maintenant. Une nouvelle partie de moi, aiguë, s'éveilla. Celle qui avait été trop douce, trop conciliante, pendant trop longtemps. Celle qui ne connaîtrait plus jamais l'humiliation. Il pensait que j'accepterais en silence. Il se trompait. Le silence dans ma cuisine devint assourdissant. Il me semblait étranger. Un musée de mes propres choix désastreux. La lumière du soleil traversait le carrelage, illuminant de vieilles chaises en bois, des comptoirs polis, des rideaux que j'avais cousus. Tout cela pour Antoine et Séraphine, pour la famille que je croyais construire. Des photos souriantes sur les murs me narguaient, des vacances que j'avais financées, chacune un monument à une générosité sans fin, des excuses éculées pour leur silence grandissant. Je me souvins de leur pendaison de crémaillère, la maison de rêve que j'avais achetée sans aucune dette, un nouveau départ. Séraphine, les larmes aux yeux, avait murmuré « Oh, Éléonore, tu n'aurais pas dû faire ça. Nous sommes si reconnaissants. Tu auras toujours une chambre ici. » Et je l'avais cru. Parce que les mères croient. Je me rappelais les nuits passées à repeindre leur chambre principale, à assembler seule des meubles dans mon garage. Tout cela choisi avec amour. Il était plus facile alors de prétendre que leur distance était due au stress et non une retraite calculée. Mais la vérité pesait lourd. Je m'étais rendue utile, celle qui réglait tout, la financeuse, l'aide discrète. Ils avaient cessé de me voir comme une personne. J'étais une ressource, un porte-monnaie. Et une fois vide, la femme qui y était attachée devenait superflue. Le lendemain matin, le silence était insoutenable. J'appelai Béatrice. Elle arriva dans l'heure, sans poser de questions. Les vieilles amies savent quand les mots sont inutiles. Elle entra, ses yeux balayant mon visage. « Dis-moi », dit-elle doucement. Je fis glisser mon téléphone sur la table. Sa mâchoire se crispa en lisant le message, secouant la tête. Il planifie ça depuis un moment,
Éléonore. Ma voix sortit faible. Je pensais que c'était juste Séraphine. Antoine? Il n'est pas comme ça. Béatrice pressa ses lèvres en une ligne fine, sa main ferme sur la mienne. Éléonore, tu as élevé un garçon qui n'a jamais eu à se battre. Tu as toujours été là pour ramasser les morceaux. Séraphine l'a vu. Elle l'a façonné. Tu t'es effacé pour eux. Et maintenant, ils agissent comme si c'était ta place. Ces mots piquaient. Des années passées à aplanir le chemin d'Antoine, à annuler mes propres plans, à vider mes économies, toujours disponible. Tu dois te protéger maintenant, insista Béatrice, la voix basse. Avant qu'ils ne prennent davantage. Prendre davantage? Ils ont tout pris. Les yeux de Béatrice s'aiguisèrent. As-tu vérifié tes comptes? Ton nom sur le titre de propriété? Tes placements? Tu leur fais toujours confiance. Une boule se forma dans mon estomac. Mon pouls s'accéléra. Je n'avais rien vérifié. Pourquoi l'aurais-je fait? C'était la famille. J'ai laissé Séraphine gérer la plupart des paiements en ligne, murmurai-je. Pour des raisons fiscales, disait-elle. Béatrice expira le front plissé. Éléonore, connecte-toi à tout aujourd'hui. Si quelque chose ne va pas, nous allons directement chez un avocat. J'avalais ma salive, les mains tremblantes, non de peur, mais d'une froide réalisation. Ma confiance avait Asto transformée en arme. Je n'étais pas juste trop confiante. Il comptait dessus pour me garder tranquille, complaisante, invisible. Mais alors que Béatrice me fixait, attendant, une petite braise s'endurcit en moi. Je me redressai, ma voix stable pour la première fois depuis des jours. « Très bien, nous commençons aujourd'hui. » Béatrice hocha la tête. « Bien, ce n'est pas fini pour toi. Et ils ne sont pas prêts pour ce qui arrive. Cette nuit-là, le sommeil m'était étranger. Le texte impitoyable, le sourire répété de Séraphine, les hochements de tête absents d'Antoine, la voix retentissante de Béatrice. Protège-toi maintenant. À 2h17 du matin, j'atteignis mon ordinateur portable. Des années que Séraphine gérait les comptes. C'est juste plus facile, Éléonore. La retraite devrait être simple. Je l'avais cru. Maintenant, les doigts raides de nervosité. Je tapais mes identifiants. Le tableau de bord familier se chargea. À première vue, normal. C'était là le danger. Ça paraissait normal parce que je ne savais pas mieux. Méthodiquement, je passais au peigne fin l'historique des comptes. Chèques, épargne, retraite. La plupart des transactions étaient routinières. Mais plus je faisais défiler, plus mon malaise grandissait. De multiples virements, assez petits pour passer inaperçus, étiquetés, dépenses domestiques, entretien de propriété, réparation d'urgence. Je n'avais approuvé aucune urgence. Les destinations étaient dans des cartes liées, pas les miennes, mais un compte d'utilisateur secondaire. Je cliquai plus profondément. Le nom de Séraphine apparut. L'estomac me tomba. Figé, je fixai l'écran. Elle avait lié sa carte, discrètement, en douceur, pendant des mois, détournant, vidant mon argent. Ce n'était pas juste une exclusion de croisière, pas une mesquine tension. C'était du vol. Et Antoine, aveugle ou complice, tant que l'argent coulait? Une vague de froid me traversa. Pas de rage, pas encore, mais quelque chose de plus froid, de plus tranchant. Je fermai doucement l'ordinateur portable, me laissant retomber. La faible lumière de la cuisine éclairait les photos de famille. Elles ressemblaient à des preuves maintenant. Une escroquerie à laquelle j'avais participé de mon plein gré. Ils ne m'ont jamais aimé. Ils ont aimé ce que je pouvais donner. Ma gorge me brûlait, mais pas de larmes. Je murmurais. « Tu as joué avec ma bonté, Séraphine. Tu as joué avec ma confiance. » J'avais cru que le silence n'était pas une faiblesse. Maintenant, je savais que le silence pouvait être tranchant. Il m'avait sous-estimé. Je ne serais plus cette idiote.
Au matin, l'incertitude avait disparu. Pas de panique, juste une froide détermination. Que feriez-vous si vous découvriez que ceux que vous aimiez le plus vous volèrent, en silence, pendant des mois, voire des années? Au matin, le brouillard s'était dissipé, ne laissant qu'une concentration froide et dure. Je ne paniquais plus. Les pièces commençaient à s'aligner de manière glaçante. J'appelais mon conseiller financier, Monsieur Dubois, sous le prétexte poli d'un contrôle de routine. Je ne voulais alerter qui que ce soit. Pas encore. Pas avant de savoir exactement à quoi j'avais affaire. « Bien sûr, Madame Moreau », répondit Monsieur Dubois agréablement. Il gérait mon portefeuille depuis des années. « En quoi puis-je vous aider aujourd'hui ? Mon fils et ma belle-fille m'aident à gérer certaines dépenses du ménage, dis-je, en gardant un ton égal. Mais j'aimerais m'assurer que tout est toujours structuré comme nous l'avions initialement prévu. Il ouvrit mes dossiers pendant que j'attendais, forçant ma respiration à rester régulière, même si mes mains tremblaient en sous le bureau. Eh bien, tout semble généralement stable. Bien que je constate une activité récente, sa voix changea imperceptiblement. Il semble que plusieurs virements de fonds aient été programmés, principalement pour couvrir des rénovations domiciliaires en cours. J'avalais difficilement. Des rénovations ? Oui, plutôt importantes en fait. Quelques grosses sommes destinées à des améliorations de design et des acomptes d'entrepreneurs. Je serrai le téléphone plus fort. Et qui a autorisé ces virements ? Il y eut une brève pause. Eh bien, Madame Moreau, techniquement, c'est vous qui l'avez fait. Du moins, votre compte de représentant autorisé l'a fait. Mon estomac se serra. Quel représentant ? Il hésita pour la première fois. Il semble que votre utilisateur secondaire autorisé, Madame Séraphine Moreau, ait traité ces transactions. Elle a un accès complet grâce à la procuration générale que vous avez signée le printemps dernier. Je fermai brièvement les yeux. Je me souvenais de cette réunion. Séraphine avait insisté pour que je signe les documents mis à jour afin de rendre les choses plus faciles en cas d'urgence. Elle avait même amené le notaire elle-même, souriante tout du long. Bien sûr qu'elle l'a fait. Merci, Monsieur Dubois, dis-je calmement. Voudriez-vous signaler toute autre transaction pour mon examen personnel avant de la traiter ? J'ai décidé de m'impliquer davantage à l'avenir. Il accepta sans hésitation. Quand je raccrochais, je me retrouvais de nouveau dans le silence. Il n'y avait plus de doute. Séraphine n'aidait pas. Elle se positionnait. Se positionnait pour le moment où Antoine et elle pourraient tranquillement siphonner le tout, utilisant cette maison comme leur prix. Ma retraite n'était pas leur héritage. Pas encore. Mais ils dépensaient déjà comme si c'était le cas. Je regardais le médaillon de mon défunt mari, Richard, posé sur le rebord de la fenêtre. Celui qu'il m'avait donné, après notre 30e anniversaire de mariage. Il aurait vu clair plus tôt. Il m'avait toujours prévenue d'être prudente. Mais je voulais si désespérément croire en la famille. Pendant des années, je m'étais faite si petite pour éviter les conflits. Mais l'amour sans respect, c'est une prison. Et je venais de trouver la clé. Je tournais mon regard vers l'étagère vide dans le salon, où j'affichais fièrement une photo encadrée de la pendaison de crémaillère d'Antoine et Séraphine. Je l'avais enlevée 2 nuits auparavant. L'étagère était plus belle vide maintenant, plus légère. Et pour la première fois, moi aussi. Ils avaient parié sur mon silence. Ils le regretteraient. Plus tard cet après-midi-là, je marchais jusqu'au parc. J'avais besoin d'air. J'avais besoin d'un espace qui n'était pas construit par mes sacrifices, rempli de meubles que j'avais achetés pour eux, ou hanté par des photos de personnes qui ne me voyaient que comme utile. Le vieil chêne se tenait toujours là où Richard avait l'habitude de s'asseoir chaque dimanche après-midi, lisant le journal pendant que je nourrissais les canards. C'était son endroit préféré. Il l'appelait notre petit coin de calme.
Je m'assis sur le banc sous ses larges branches, la brise chaude emportant une partie du poids qui avait oppressé ma poitrine. Longtemps, je ne dis rien. Juste respirer. Juste écouter. Puis je lui murmurai doucement, comme s'il était encore assis à côté de moi. « Tu l'aurais vu, Richard. Tu m'aurais prévenu. » Mes doigts traçaient les bords du vieux médaillon que je portais toujours. Mon pouce effleurant la petite date gravée. Le jour où nous avions remboursé notre première maison. Le jour où nous pensions construire un avenir pour notre famille. À l'époque où Antoine était encore notre garçon aux yeux brillants, avide de construire des cabanes dans les arbres, non pas des stratagèmes. Je mordis mes lèvres à enseigner pour arrêter les tremblements. Je ne voulais pas pleurer. Plus maintenant. Les larmes avaient coulé depuis longtemps. Au lieu de cela, une froide résolution s'installa. Mon silence, autrefois ma faiblesse, était sur le point de devenir mon arme la plus tranchante. Avez-vous déjà eu un moment où vous avez réalisé que se retenir n'était pas synonyme de paix, mais de donner aux autres le pouvoir de vous blesser? Le lendemain matin, j'attendais au bureau de mon avocat avant même qu'il n'ouvre la porte. Maître Durand s'occupait de mes affaires depuis des années. La planification successorale, l'achat initial de la maison pour Antoine et Séraphine, et même les documents originaux que Séraphine avait insisté pour que je signe lorsqu'elle voulait plus de flexibilité pour gérer les finances du ménage. À l'époque, je lui avais fait confiance. Confiance à tous. Plus jamais. Il me salua avec un sourire chaleureux, mais l'inquiétude dans ses yeux le trahit. « Éléonore, je ne m'attendais pas à vous voir si tôt. Tout va bien ?» Je m'assis en face de lui, pliant soigneusement mes mains sur mes genoux. Ma voix était ferme, dénuée de toute douceur. Je dois annuler la donation de la maison. Il cligna des yeux, légèrement décontenancé. « Vous voulez dire la propriété que vous avez transférée au nom d'Antoine et Séraphine ?» J'acquiesçais. « Exactement. Je veux que cela soit annulé. Je veux que mes actifs soient bloqués, tous les pouvoirs financiers révoqués, et chaque trace écrite documentée. » Pendant une brève seconde, il hésita, non parce qu'il n'était pas d'accord, mais parce qu'il savait ce que cela signifiait. « Éléonore, cela pourrait créer des tensions. »« Ils ont déjà créé des tensions, » répondis-je. J'ai simplement été trop aveugle pour le voir. Il m'étudia un instant, puis hocha la tête. « Très bien, nous allons procéder. Et une chose de plus, ajoutai-je, ma voix encore plus basse maintenant. Je veux une documentation complète de toute activité financière qu'ils ont initiée en utilisant mes comptes. Tout. Chaque retrait, chaque transaction, chaque autorisation que Séraphine a traitée. » Une trace d'approbation passa sur son visage. « Nous aurons besoin de preuves, si cela devait s'envenimer. »« Ça va s'envenimer, » dis-je calmement. Ne faisons pas semblant du contraire. Il griffonna des notes rapides, avant de lever les yeux. « Vous voudrez peut-être aussi envisager d'engager un détective privé ?» J'arquai un sourcil. « Vous pensez que c'est si grave ?» La voix de Maître Durand s'adoucit, mais elle était ferme. Séraphine n'essaie pas seulement de manipuler, elle se positionne pour un contrôle à long terme, Éléonore. Vous avez des actifs importants. Si elle manipule déjà les comptes, elle constitue probablement un dossier pour justifier de futures revendications. Nous avons besoin d'une contre-enquête, quelque chose d'indéniable. L'idée me tordit l'estomac, mais non par peur, mais par détermination, par clarté. Faites-le, dis-je. Engagez qui vous voulez. Il hocha la tête. Nous nous occuperons de l'aspect juridique. L'enquêteur s'occupera du reste. Et voilà, la machine s'est mise en branle. Quand j'ai quitté son bureau, je me suis sentie plus légère. Non pas que le problème soit résolu, loin de là, mais parce que, pour la première fois, je n'étais plus sur la défensive. Je n'attendais plus la prochaine trahison. J'agissais. En remontant dans ma voiture,
Je me suis permis un petit sourire amer. Il voulait le silence. Il l'aurait. Mais ce serait mon genre de silence. Celui qui agit dans l'ombre et frappe avec précision. Dès le lendemain matin, quelque chose a glissé sous ma porte. Je l'ai vu immédiatement en entrant dans la cuisine. Une enveloppe blanche, toute simple. Le genre que Séraphine utilisait toujours pour les documents qu'elle avait préparés pour m'aider. Dessus, un post-it de son écriture si douloureusement familière. « Signe juste quand tu es prête, maman. Ça simplifiera tout pendant notre absence. » Je me suis figée. Ils étaient déjà partis. En croisière, flottant quelque part sur des eaux saphirs, sirotant des cocktails, riant. Pendant qu'ici, à la maison, leur jeu continuait. Avec des doigts prudents, j'ai ouvert l'enveloppe et déplié la pile de documents à l'intérieur. Soigneusement tapés, professionnellement préparés. À première vue, inoffensifs. Des papiers mis à jour, des amendements de routine. Séraphine avait toujours eu l'art de déguiser le contrôle en commodité. Mais à mesure que je lisais, la boule dans mon ventre s'enfonça, enfouie dans les petites lignes, soigneusement cachées sous un langage générique, parlant de simplification patrimoniale et de allègement des pouvoirs, se trouvait une procuration générale complète, permanente, irrévocable. Elle donnerait à Séraphine un contrôle légal total sur mes finances, mes biens, mes décisions médicales, sur toute ma vie. J'ai senti mon souffle se couper alors que le poids de tout cela s'installait dans ma poitrine. Ils ne s'étaient pas contentés de se positionner ils étaient prêts à tout prendre. Pas plus tard, pas un jour. Maintenant, je suis restée là serrant les pages, mes mains tremblant légèrement. Non pas de peur, mais de la froide réalisation de jusqu'où ils étaient prêts à aller. Séraphine ne voulait pas attendre mon décès naturel. Elle voulait le contrôle de mon vivant. Pour m'effacer, poliment, légalement, sans avoir à se salir les mains. Et Antoine, mon propre fils, était-il vraiment aveugle? Ou faisait-il semblant de ne pas voir ce qu'elle faisait? Dans un cas comme dans l'autre, la réponse était tout aussi dévastatrice. Ils n'étaient plus de la famille. C'étaient des prédateurs portant des visages familiers. J'ai doucement glissé les documents non signés dans l'enveloppe, les refermés et les reposer sur le comptoir comme si de rien n'était. Qu'ils croient que je n'avais rien remarqué. Qu'ils pensent que j'étais toujours cette même femme naïve. Celle qui faisait confiance, sans poser de questions. Qui signait tout ce qu'on lui mettait sous le nez, qui souriait en disant « Merci ». Mais cette femme ne vivait plus ici. L'enquêteur privé arriverait plus tard dans la journée. Mon avocat avait déjà commencé à préparer les documents pour geler toutes les autorisations conjointes. Et maintenant, avec ces documents, j'avais une preuve de plus. Une preuve écrite de leur intention. Je me suis assise à la table de la cuisine, alors que le soleil inondait la pièce par la fenêtre, réchauffant mon visage. Ils pensaient que c'était toujours leur jeu. Mais ils avaient oublié quelque chose. Le silence ne signifie pas la faiblesse. C'est stupéfiant de voir à quel point ceux qui nous sont les plus proches confondent notre gentillesse avec de la faiblesse, n'est-ce pas? Le doux ronronnement de mon réfrigérateur était le seul son dans la maison. Un contraste frappant avec la tempête qui grondait en moi. Je me suis assise à ma table de cuisine, les papiers de procuration non signés toujours dans leur enveloppe blanche immaculée sur le comptoir, un témoignage silencieux de la manœuvre audacieuse et prédatrice de Séraphine. Le soleil du matin, d'habitude si réconfortant, me semblait froid sur la peau. Je n'avais plus peur. La peur avait été remplacée par une clarté glaçante, une précision presque chirurgicale dans mes pensées. J'attendais. Un léger coup frappa à la porte d'entrée. Ponctuel, professionnel. C'était Monsieur Lambert,
l'enquêteur privé que Maître Durand avait arrangé. C'était un homme au mouvement discret, avec des yeux vifs et observateurs, qui semblait tout capter sans regarder ouvertement. Sa présence remplit le silence d'une nouvelle sorte d'anticipation. Il portait une mince mallette en cuir, la posant doucement sur la table, lorsque je lui fis signe de s'asseoir. « Madame Moreau », commença-t-il sa voix basse, presque apaisante. J'ai commencé à rassembler des dossiers préliminaires, en me concentrant sur l'acte de propriété de la maison et les activités financières récentes, comme vous l'avez demandé. J'ai hoché la tête, mon regard fixé sur son visage. Inutile de faire semblant maintenant. Et ai-je relancé, ma voix ferme. Il a ouvert sa mallette, révélant quelques dossiers soigneusement organisés. Eh bien, ce que j'ai trouvé jusqu'à présent est préoccupant. Votre fils, Antoine, et sa femme Séraphine agissent en effet de manière très agressive. Il a marqué une pause, sortant une impression. Il semble que Séraphine ait récemment mis la propriété en garantie pour un deuxième prêt hypothécaire. Elle a déjà lancé le processus de préapprobation auprès d'un prêteur privé. Les documents ont été déposés la semaine dernière. Mon souffle s'est coupé. Un léger, presque imperceptible accroc. Ils empruntaient déjà sur la maison que je leur avais entièrement offerte, la mettant en levier comme si c'était leur bien intouchable. À eux de parier sans le moindre souci au monde. Une sensation froide et vive me parcourut. Ce n'était pas la panique, mais une reconnaissance de leur audace, de leur mépris total. Ont-ils divulgué comment ils ont obtenu la propriété ? Ai-je demandé, ma voix plate, ne trahissant aucune émotion. Monsieur Lambert secoua lentement la tête. Ils l'ont présenté comme une simple cession familiale, Madame Moreau. Aucune mention de manipulation de procuration, aucun indice de l'activité financière non autorisée liée à vos comptes. En fait, le prêteur semblait impressionné par leur généreux soutien familial. J'ai mordu fort l'intérieur de ma joue, m'empêchant de trembler. Il ne se contentait plus de prendre mon argent. Il mettait en levier mon cadeau, accumulant des dettes sur le dos de ma générosité. Des dettes que je n'avais jamais autorisées. Des risques que je n'avais jamais accepté d'assumer. Si je n'avais pas commencé ce processus au moment où je l'ai fait, j'aurais pu rentrer un jour pour trouver la maison vendue, mes économies épuisées, mes comptes vidés. Et légalement, il s'en serait tiré sans encombre. Cette pensée fut une réalisation glaçante. Ont-ils la moindre idée que vous êtes au courant ? Ai-je demandé, gardant ma voix basse, presque un murmure. Monsieur Lambert rencontra mon regard. « Non, madame. Pour autant qu'il sache, vous êtes toujours assise tranquillement chez vous. » Ignorante, j'ai expiré lentement, d'une respiration contrôlée. « Bien, gardons ça comme ça. » Nous avons raccroché quelques minutes plus tard, l'appel se terminant par une entente tranquille et mutuelle. Je suis restée assise dans la lumière tamisée de mon salon pendant un moment. Le doux ronronnement du réfrigérateur remplissant l'espace. Ce n'était plus seulement une trahison. C'était un vol calculé en cours. Et pourtant, curieusement, je ne ressentais ni panique, ni rage. Seulement un sens de l'orientation froid et précis. Ils n'ont pas été prudents parce qu'ils pensaient que je ne les interrogerais jamais. Ils pensaient que j'étais toujours la mère qui ferait n'importe quoi pour maintenir la paix. Ils n'avaient pas encore réalisé quelque chose de très simple mais profond. Quand une femme comme moi dit enfin non, il est déjà trop tard pour l'autre camp. Je me suis levée et lissé le devant de mon chemisier. Et j'ai regardé par la fenêtre la maison que je leur avais achetée. Et dans ce moment de silence, un petit sourire amer a effleuré mes lèvres. Tu as joué avec mon cadeau, Séraphine. Maintenant, je vais jouer avec ton avenir. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas? À quel point les gens peuvent être aveugles à la force tranquille qui se construit sous leur nez. Cette nuit-là,
Je n'ai pas allumé les lumières. Je me suis assise près de la fenêtre en silence, regardant les lampadaires projeter de longues ombres sur le trottoir vide. Le monde extérieur bougeait doucement, ignorant la tempête qui se déroulait silencieusement à l'intérieur de ses murs. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas peur. Je n'étais pas confuse. J'étais en train de calculer. Ils pensaient que je m'effondrerais sous le poids de leur trahison. Ils pensaient que leur sourire prudent, leur routine de « on t'aide juste, maman » m'avait laissée impuissante. Mais la vérité était simple. Ils avaient construit leur château de cartes sur ma confiance. Et maintenant, j'avais cessé de retenir mon souffle. J'ai regardé un voisin entrer dans son allée, leurs phares illuminant brièvement mon salon. Le faisceau a scintillé sur l'endroit vide, sur la cheminée où se trouvait la photo de famille. L'étagère vide semblait plus propre maintenant. Honnête, j'ai murmuré dans l'air calme, plus à moi-même qu'à quiconque. Ils ont joué avec mon cadeau. Maintenant, je joue avec leur avenir. Ça faisait du bien de le dire à voix haute. J'avais passé des années à ravaler le malaise, me convainquant que l'amour signifiait la tolérance, que le fait d'être nécessaire était la même chose que d'être valorisé. Mais être nécessaire n'est pas la même chose qu'être aimé. Ils aimaient mon argent, mon utilité, ma volonté de tout leur donner sans poser de questions. Mais au moment où ils n'ont plus eu besoin de moi personnellement, la mère, la femme, ils m'ont jeté de côté avec un sourire. Et maintenant, ils étaient si loin sur cette branche que je n'avais pas besoin de la pousser. J'avais juste à cesser de la maintenir. J'ai fermé les yeux et imaginé le visage de Séraphine. L'inquiétude polie et étudiée, la voix douce et répétée, qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait quelque chose. Tu es comme une seconde mère pour moi, Éléonore. Mensonge. Personne n'essaie d'effacer sa propre mère. Personne n'enterre soigneusement des documents de procuration sous des formulaires insignifiants, à moins de l'avoir planifié depuis longtemps. J'ai ouvert les yeux et me suis penchée en arrière dans ma chaise, sentant ma colonne vertébrale se redresser. Ils avaient compté sur mon silence, mais mon silence était devenu mon arme. J'ai regardé par la fenêtre un peu plus longtemps, l'air nocturne frais contre la vitre. C'était étrange. Après tout ce qu'ils avaient fait, je ne me sentais pas brisée. Je me sentais puissante. Les jours suivants se sont déroulés comme une horloge. Pas d'émotion, pas d'hésitation. Juste un pas délibéré après l'autre. Chaque matin, je m'asseyais au bureau de Maître Durand, flanquée de lui d'un côté, et de Monsieur Lambert, l'enquêteur privé, de l'autre. Nous avons travaillé tranquillement, efficacement, presque cliniquement. Chaque transaction a été disséquée, chaque retrait tracé, chaque compte que Séraphine avait touché a été documenté avec un soin méticuleux. À mesure que les dossiers s'accumulaient, mon estomac aurait dû se nouer. Mais ce ne fut pas le cas. Plus nous creusions, plus tout devenait clair. Séraphine n'avait pas seulement lié sa carte personnelle à mes comptes. Elle avait utilisé mon fonds de retraite pour rembourser ses dettes de carte de crédit personnelle. Elle avait siphonné de l'argent vers des comptes d'investissement privés liés à son nom de jeune fille. Elle avait même utilisé mon nom pour obtenir une préapprobation pour le deuxième prêt hypothécaire qu'ils comptaient contracter sur la maison que je leur avais offerte, tout en me souriant à table, tout en m'appelant « maman ». Maître Durand fit glisser une autre déclaration imprimée sur la table. Ce schéma de tromperie en dira long au tribunal, si nécessaire. Monsieur Lambert ajouta « Et le timing est trop parfait. La croisière, une couverture idéale, pendant que ces documents finaux étaient glissés sous votre porte. Elle voulait vous rendre légalement impuissante avant que vous ne réalisiez ce qu'il préparait. » J'ai hoché la tête, laissant les faits s'installer comme un poids qui ne m'appartenait plus. C'est de l'avidité déguisée en sollicitude. Dis-je tranquillement.
Il ne voulait pas que je disparaisse. Il voulait juste le contrôle. Maître Durand rencontra mon regard. Et il l'aurait tue, Éléonore, complètement. La plupart des gens signent ces documents sans jamais lire les petites lignes. Mais je n'ai pas signé, dis-je, ma voix plate, solide. Non, vous n'avez pas signé, convint Maître Durand. Et maintenant, ils ont laissé une trace assez longue pour se pendre. Nous avons travaillé tard ce soir-là. Quand je suis partie, le ciel était de nouveau sombre. Mais je ne me sentais pas fatiguée. Je n'avais pas peur. Je sentais quelque chose de plus fort. Un élan. Quand je suis rentrée, j'ai parcouru la maison d'un regard différent. Les rideaux que Séraphine avait choisis. Les luminaires coûteux que j'avais payés. Les comptoirs en marbre qu'elle avait insisté pour rénover l'année dernière. Les tiroirs à fermeture douce qu'elle devait absolument avoir. Car elle prétendait que cela rendait la maison plus sophistiquée. Tout était à moi de nouveau. Chaque élément. Ils avaient tout misé sur l'hypothèse que je resterais silencieuse, que je serais trop vieille, trop docile, trop désireuse de m'accrocher à n'importe quelle parcelle d'affection qu'ils m'offraient. Ils ont oublié qui avait construit cette maison. J'ai passé doucement mes doigts sur le comptoir de la cuisine et j'ai murmuré. Vous avez essayé de m'effacer alors que je respirais encore. Maintenant, je vous efface alors que vous faites encore semblant de sourire. Demain était le grand jour. Les documents seraient déposés. L'annulation de la donation de la maison finalisée. Le gel des actifs activé. Au moment où leur bateau de croisière accosterait, le monde qu'ils croyaient le leur aurait déjà disparu. Et ils ne le sauraient même pas avant d'essayer d'y remettre les pieds. C'est une sensation étrange, n'est-ce pas? De regarder le lent et délibéré démantèlement de la tromperie soigneusement construite de quelqu'un d'autre, en sachant que c'est vous qui tirez les ficelles. Les documents étaient devant moi, attendant. Tout était là. L'annulation de la donation de la maison, les protections d'actifs, la révocation complète de l'accès financier de Séraphine. Chaque échappatoire qu'ils avaient construite pour eux-mêmes avait été refermée. Chaque parcelle de terrain qu'ils croyaient posséder leur avait été retirée. Tout cela sans la moindre confrontation. Maître Durand se tenait tranquillement à l'extrémité de la table de conférence. La notaire ajustait sa plume. Attendant, il ne restait plus que ma signature. Pendant un instant, ma main a plané au-dessus de la page. Non pas par doute. Cela avait disparu depuis longtemps. Mais par la simple gravité de ce que ce moment signifiait. Ce n'étaient pas seulement des documents légaux. C'étaient des années de sacrifice, de dévouement, d'amour aveugle et de souffrance silencieuse qui étaient toutes réécrites à l'encre noire et épaisse. La notaire leva les yeux, poliment silencieuse mais expectante. Ma main ne trembla pas lorsque je posai enfin le stylo sur le papier et signai mon nom. Une page, puis une autre, et une autre. À chaque signature, je me sentais plus légère. Quand le dernier document fut signé, Maître Durand rassembla les pages avec soin, son expression sereine, sa voix empreinte d'une satisfaction discrète. C'est fait, Éléonore. Annulation complète effectuée. La maison est légalement de nouveau à vous. Toutes les autorisations financières qu'ils détenaient ont été annulées. Ils ne peuvent point non plus toucher à rien maintenant, ni à vos comptes, ni à vos biens, pas même à vos services publics. J'ai hoché la tête une fois, ma voix calme. Et s'ils essayent de contester, les yeux de Maître Durand s'aiguisèrent. Nous avons chaque preuve nécessaire, le rapport complet de l'enquêteur, les transactions non autorisées, les documents de procuration coercitifs qu'ils ont glissés sous votre porte, alors qu'ils étaient opportunément absents. S'ils contestent, ils se démasqueront. J'ai laissé échapper un lent soupir. La peur avait disparu. L'attente était terminée. Pour la première fois depuis des années, mon avenir m'appartenait entièrement de nouveau. Alors que je sortais dans l'air frais du soir, je fis une pause sur les marches du palais de justice.
Leur bateau de croisière accosterait dans 4 jours. 4 jours avant qu'ils ne reviennent, s'attendant à retrouver le monde qu'ils contrôlaient. Ils n'avaient aucune idée que les clés avaient changé. Ils n'avaient aucune idée que la maison qu'ils étaient si impatients d'hypothéquer pour leurs dettes était déjà vendue. Discrètement, légalement et irrévocablement, tandis qu'ils flottaient sur un navire, persuadés d'avoir gagné. La vente avait auto-finalisé quelques heures avant que je ne signe l'annulation. Un acheteur fiable, une offre comptante intégrale, une clôture accélérée. L'argent était déjà en sécurité sur un nouveau compte. Un compte qu'ils ne pouvaient pas toucher. Un compte dont ils ignoraient même l'existence. J'ai souri alors que le vent se levait, frais sur mon visage. Ils pensaient que j'étais impuissante. Ils pensaient que mon silence signifiait capitulation. Mais le silence peut être puissant. Je suis rentrée en voiture, le moteur ronronnant doucement. Mon modeste immeuble m'attendant. Pas grand, pas ostentatoire, mais le mien. Entièrement le mien. J'imaginais la scène se déroulant encore là-bas, dans cette maison, ma maison. Maintenant celle de quelqu'un d'autre. Les déménageurs, le nouveau couple s'installant joyeusement. Et Antoine et Séraphine, debout dehors sur cette allée, entourés des décombres de leurs plans, leur maison envolée, leurs combines exposées, leurs illusions brisées. C'est une pensée glaçante, n'est-ce pas? De voir à quelle vitesse une vie soigneusement construite peut s'effondrer quand elle est bâtie sur des mensonges et une confiance volée. Le matin de leur retour, j'étais déjà là. Je me suis garée un pâté de maison plus loin, assise tranquillement de l'autre côté de la rue, tandis que leur VUS noir entrait dans l'allée. Antoine et Séraphine étaient de retour de leur croisière scintillante, bronzés, détendus et complètement inconscients. Séraphine est sortie la première, des lunettes de soleil de créateur perchées sur sa tête, aboyant déjà des ordres à Antoine alors qu'ils sortaient leur bagage du coffre. Elle parlait de devoir prendre rendez-vous pour la finalisation du 2e prêt hypothécaire. Sa voix pétillante d'une confiance en soi qui m'écorchait les oreilles. Antoine répondait à peine, faisant défiler son téléphone comme d'habitude, détaché mais obéissant. Puis, ils se sont tous deux figés. 2 voitures inconnues étaient garées dans l'allée. Des camions de déménagement. Un jeune couple se tenait près de la porte d'entrée, discutant joyeusement avec un agent immobilier. Leurs rires, légers et insouciants, portaient à travers la pelouse impeccable. Antoine baissa son téléphone, son front se plissant de confusion, puis une lueur d'irritation. La tête de Séraphine se tourna brusquement, ses lunettes de soleil glissant le long de son nez. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. J'ai ouvert la portière de ma voiture. Le doux clic résonnant dans le silence soudain. J'ai traversé la rue lentement, chaque pas mesuré, sans hâte. Le soleil du matin réchauffait mon visage. Une douce brise faisait frissonner les feuilles du vieux chêne voisin. Antoine fut le premier à me repérer. « Maman ?» Sa voix hésita, un mélange de confusion et d'autre chose. Quelque chose de froid et rampant dans ses yeux. La peur. Les yeux de Séraphine se plissèrent. « Qu'est-ce qui se passe ? Qui sont ces gens ?» Le jeune couple sourit poliment et entra avec l'agent immobilier. La porte d'entrée se referma derrière eux. Leur porte maintenant. J'ai finalement parlé. Ma voix calme, presque conversationnelle. Vous n'aurez plus besoin de vous soucier de gérer quoi que ce soit pour moi. Le visage de Séraphine rougit instantanément, son calme se brisant. Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang? La voix d'Antoine monta, empreinte de panique. Maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y a-t-il des gens dans notre maison? Je laissais le silence planer, observant leur panique fleurir lentement. Une fleur grotesque. Pas votre maison, dis-je, ma voix ferme. Plus maintenant. Séraphine s'avança brusquement,
sa voix montant à ce ton strident et perçant, qu'elle prenait toujours quand les choses n'allaient au pas comme elle le voulait. « Vous ne pouvez pas faire ça. Nous sommes en pleine renégociation de prêt. Nous avons des contrats. » Je la coupai court, plongeant la main dans mon sac et en sortant l'épais dossier. « Voici les seuls contrats qui comptent. » Je tendis le dossier à Antoine. Ses mains tremblaient en l'ouvrant, feuilletant les papiers. Son visage se vida de couleur en lisant chaque page. L'annulation de la donation de la maison, les documents de vente, le rapport de l'enquêteur, les copies des transactions non autorisées de Séraphine. Des preuves irréfutables de tout. Séraphine lui arracha les papiers, parcourant frénétiquement le contenu. Sa respiration s'accéléra. Elle calculait, cherchant des échappatoires, tout ce qu'elle pouvait tordre. « Rien de tout ça ne tiendra », claqua-t-elle, sa voix se brisant. « Nous gérions les choses pour votre bénéfice. Vous le regretterez quand vous vous calmerez. Nous étions juste en train d'aider. » J'ai gardé ma voix ferme, les yeux inébranlables. « Aider ? Vous voulez dire vider mes comptes dans mon dos ? Jouer avec de maudites dettes liées à une maison que vous ne possédiez même plus ? Falsifier des documents de procuration et espérer que je signe en silence pendant que vous étiez à l'autre bout de l'océan ?» La mâchoire de Séraphine se serra. Antoine parla enfin, sa voix se brisant. Presque un murmure. « Maman, nous ne voulions pas... » J'ai levé la main. « Stop !» Le mot était calme, ferme, définitif. Vous ne vouliez pas vous faire prendre. Ni l'un ni l'autre ne parla. Pour la première fois, je le vis clairement sur leur visage. Pas de l'amour, pas de remords, juste de la peur. Le genre de peur que les gens ressentent quand ils réalisent que la personne qu'ils ont sous-estimée les a observés. Attendant, j'ai laissé le silence s'étirer entre nous. Puis, pour la première fois depuis des mois, j'ai souri. Un vrai sourire. « Vous avez joué avec ma confiance, » dis-je, « et vous avez perdu. » Le visage de Séraphine se crispa en quelque chose de laid. Pendant un instant, elle ressembla à un animal acculé, encore prête à frapper, mais réalisant que le piège s'était déjà refermé. « Vous ne pouvez pas juste nous prendre tout !» hurla-t-elle. « Nous avons construit cette vie. Vous n'avez pas le droit de la détruire à cause de quelques malentendus. » La respiration d'Antoine devint superficielle. Ses mains serraient le dossier comme s'il allait disparaître s'il le tenait trop fort. Je restai immobile. « Mesurez, vous n'avez pas construit cette vie, » répondis-je doucement. « Vous l'avez prise, morceau par morceau, sourire après sourire. Et vous avez cru que je vous laisserais faire. » La voix de Séraphine se brisa de désespoir. « Maintenant, nous avons des droits. Nous sommes de la famille. Vous ne pouvez pas nous couper les ponts comme ça. » Je pouvais sentir le poids des années derrière moi. Les innombrables fois où j'étais restée silencieuse pour maintenir la paix. Les humiliations que j'avais ravalées pour être la bonne mère. La culpabilité, le don de soi, la confiance. Mais pas aujourd'hui. J'ai replongé la main dans mon sac et en est sorti le deuxième dossier. Plus mince que le premier, mais plus lourd d'une certaine manière. Je le tins entre nous. « Si vous voulez engager des poursuites judiciaires, » dis-je calmement, « voici ce à quoi vous ferez face. » Je le lui tendis. Elle s'en saisit comme un chien enragé, se jetant sur sa proie. À l'intérieur se trouvait le dossier de preuves complet, préparé par Monsieur Lambert et Maître Durand. Des copies de chaque retrait non autorisé, de chaque virement, de chaque déclaration frauduleuse que Séraphine avait faite sous mon nom, de chaque document qu'elle avait glissé sous ma porte, tout en me souriant. Fraude, abus de faiblesse financier, coercition, falsification. Séraphine feuilleta les pages plus vite maintenant, sa respiration s'accélérant. La couleur quitta ses joues, alors que la réalité commençait à se refermer sur elle. J'ai parlé plus doucement cette fois, mais avec encore plus de poids.
Si vous tentez même de me traîner en justice, Séraphine, ce dossier deviendra du domaine public. Chaque transaction, chaque document falsifié, chaque tentative de voler votre propre belle-mère. J'ai laissé les mots s'enfoncer comme une encre. Antoine murmura presque inaudiblement. « Séraphine, qu'as-tu fait ?» Elle tourna brusquement la tête vers lui, sa voix se brisant. « N'ose pas me rejeter la faute, Antoine. Tu étais d'accord quand l'argent rentrait. » Mais Antoine resta là, les yeux écarquillés, les épaules s'affaissant sous le poids de tout ce qui s'effondrait devant lui. Je les observais attentivement tous les deux. Le mariage qui avait jadis semblé si uni dans sa cruauté silencieuse se fissurait rapidement. J'ai pris une profonde inspiration et prononcé mes derniers mots. J'étais ta mère. Antoine, tu as fait de moi ta cible. Sa lèvre trembla, sa tête baissait. Pendant une brève seconde, je vis le garçon qu'il était autrefois. Le garçon qui me demandait de réparer son camion jouet, qui courait vers moi, les genoux écorchés. Mais ce garçon était parti depuis longtemps, et j'en avais fini de le pleurer. Ce n'est pas une vengeance, continuai-je, ma voix plus douce maintenant. C'est de la protection. Pour la première fois depuis des années, je me protège enfin moi-même. Séraphine jeta le dossier sur le trottoir, me fixant d'un regard furieux. « Tu crois avoir gagné, mais tu finiras seul. » J'ai souri de nouveau, calme, ferme. « Seul, dis-je doucement. C'est mieux que d'être exploité. » Puis je tournai le dos et m'éloignai. Je n'ai jamais regardé en arrière, face à une trahison absolue. Comment trouver la force de se protéger, sans laisser l'amertume vous consumer? Je rentrai lentement en voiture. Le doux ronronnement du moteur, une légère vibration sous moi, tandis que je serpentais dans les rues calmes. Chaque virage se sentait comme un nouveau souffle. Le poids dans ma poitrine, celui qui m'avait oppressé pendant des années, se levant enfin. Le soleil était déjà bas quand je me suis garée devant mon modeste immeuble, sa façade de briques discrète, absolument sans éclat. Mais il était à moi, entièrement à moi. Pas de clause cachée, pas de prêts hypothécaires secrets. Personne d'autre dont le nom n'était lié à mon existence ici. Le clic de la serrure derrière moi résonna dans la petite entrée. Un son définitif de clôture. J'imaginais la scène se déroulant encore là-bas, dans cette maison. Ma maison. Maintenant celle de quelqu'un d'autre. Les déménageurs, peut-être un nouveau couple, s'installant déjà dans l'endroit qu'Antoine et Séraphine croyaient autrefois intouchables. Et eux, debout dehors sur cette allée, entourés des décombres de leurs plans, leurs maisons envolées, leurs combines exposées, leurs illusions brisées. Un soupir silencieux s'échappa de mes lèvres, non de tristesse, mais de libération. Le téléphone vibra une fois sur le comptoir, une interruption dérangeante dans le calme retrouvé. Un message texte? C'était d'Antoine. « Maman, s'il te plaît, on peut parler ?» Ce n'est pas ce que je voulais. « S'il te plaît. » Je fixais les mots, froids, vides. « Maman. » Il ne m'avait même pas appelé maman en personne depuis des mois, pas avant aujourd'hui. Maintenant dépouillé de tout, debout sous le regard impitoyable de la vérité, il se souvenait soudainement de qui j'étais pour lui. Le combiné semblait lourd, mais mon pouce ne bougea pas. Je ne répondis pas. Un deuxième message suivit en quelques minutes. « Je suis désolée. Séraphine s'est emportée. C'est elle qui m'a poussée. Tu sais comment elle est. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. » Je pouvais presque entendre sa voix dans ses mots, désespérée, tendue, se débattant pour réécrire l'histoire maintenant qu'il ne restait plus rien à voler. Il se défaussait sur Séraphine, essayant de se peindre en spectateur innocent, en victime involontaire. Mon pouce planait au-dessus de l'écran. Pendant une fugace seconde, la vieille habitude, l'instinct maternel de réconforter, de pardonner, de trouver des excuses, se manifesta,
mais il était faible. Un fantôme de mon moi d'antan. Parce que j'avais finalement appris. Tu ne me manques que maintenant que j'ai dit non. J'ai posé le téléphone face contre terre sur la table. Aucune réponse. Le silence qui suivit fut un cadeau. Je marchais vers la fenêtre. La brise du soir portant le léger son d'enfants jouant quelque part dans la rue. Leur rire était simple, honnête, libre. Il résonnait dans l'appartement calme et sûr. Pas de manipulation, pas de plan caché, juste la paix. Ils pensaient que je ne pourrais pas vivre sans eux. Ils pensaient que je m'effondrerais, seule et perdue, sans leur famille. Mais la vérité était que j'avais suffoqué sous leur emprise pendant des années. Chaque sacrifice que j'avais fait pour Antoine, chaque euro, chaque heure de ma vie versée dans cette maison, ce mariage, cette famille, s'était transformé en une arme qu'ils utilisaient contre moi. Et pourtant, debout ici maintenant, dépouillée de tout ce à quoi je m'étais accrochée, je n'avais jamais été aussi légère. Qu'ils fassent rage, qu'ils se débattent, qu'ils se blâment mutuellement, je n'avais plus rien à leur donner. Et cela en soi faisait de moi la femme la plus libre au monde. J'ai murmuré dans la pièce vide, une prière silencieuse destinée à moi seule. Le silence ne signifie pas la faiblesse. Et enfin, vraiment, pour la première fois, je le crus. L'air nocturne était frais contre la vitre, reflétant un calme que je n'avais pas connu depuis des décennies. Mon cœur, autrefois un tambour de guerre, battait maintenant un rythme régulier et paisible. Les cicatrices restaient, mais elles ne saignaient plus. Elles étaient juste une preuve de tout le chemin parcouru. Y a-t-il eu un moment dans votre vie où lâcher prise sur ce que vous pensiez nécessaire vous a finalement libéré? Racontez-nous votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Votre voix est importante et nous aimons vous lire. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires de force tranquille et de retour en force.